This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Jeudi 8 septembre 2022, 15h10. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle en son château écossais de Balmoral. Véritable icône mondiale, Elisabeth II fut un symbole respecté et admiré toute sa vie. Ce jour-là, le prince de Galles monte automatiquement sur le trône et prend désormais le nom de Charles III. Celui qui semblait être l'éternel héritier commence alors son règne à 73 ans, envers et contre toutes opinions, tournant la page de 70 années de règne d'exception pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie britannique. London Bridge is down. Le pont de Londres est tombé. Le plan qui règle les jours qui suivent la mort de la reine est déclenché. Pendant ce temps, les membres de la famille royale se rassemblent pour se recueillir autour de sa dépouille. Le lendemain, le nouveau couple royal se dirige vers Londres pour prendre son destin en main. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration and example to me and to all my family. That promise of lifelong service, I renew to you all today. Le 10 septembre, il est officiellement proclamé roi du Royaume-Uni au cours d'une cérémonie au Palais Saint-James de Londres, qui est pour la première fois de l'histoire entièrement retransmise à la télévision. Dès les premiers jours de son règne, Charles III affiche sa différence avec sa mère. Lors de son arrivée à Buckingham avec la reine consort Camilla, il fait arrêter la voiture devant les grilles du palais et part à la rencontre de son peuple endeuillé. Il se laisse aller à quelques embrassades avant de se recueillir devant les fleurs déposées et de rentrer à pied au palais. Le message du nouveau roi est clair. L'heure est à la modernisation de l'institution pour une monarchie plus accessible qui sauvegarde malgré tout ses traditions. Le couple royal retourne ensuite en Écosse pour participer à la cérémonie qui transporte le cercueil de la défunte reine jusqu'à Édimbourg, où il est exposé pendant 2 jours. La dépouille est ensuite transportée à Londres, où elle passe la nuit dans la salle du trône du palais de Buckingham. Le 14 septembre, une procession militaire l'emmène jusqu'au palais de Westminster pour y être exposée aux Britanniques jusqu'aux funérailles, le 19 septembre. Les Britanniques pleurent leur reine. Comme nous raconte Hubert de Lisle, un ancien officier britannique qui vit actuellement en France et qui a rencontré la reine à plusieurs reprises. J'ai eu beaucoup de chance à pouvoir accueillir Sa Majesté en 1972 pour la nuit des armées à Londres. J'étais l'adjudant avec un ami colonel et je l'ai reçu. Ensuite que toute la famille pendant la semaine, mais elle était la première à venir, et ensuite la duchesse de Kent et toute la famille venait tous les soirs. C'était ensuite d'autres moments, c'était quand elle nous a présenté un nouveau drapeau au régiment, car tous les 15 ans, les régiments de la garde, du fait que nous utilisons ces drapeaux tous les jours, on renouvelle nos drapeaux tous les 15 ans. Et elle a présenté en 67, elle a présenté un nouveau. C'est à ce moment-là que je l'ai vue pour la 2e fois. Et puis ensuite, on s'est retrouvés de temps en temps quand elle venait visiter le régiment, à gauche ou à droite, je veux dire, pour le régiment. J'étais commandant en second d'un régiment irlandais en Irlande du Nord, et c'était en 86. Elle m'a convoqué pour un café à Buckingham Palace, parce qu'elle voulait savoir un peu ce que nous vivions les militaires dans cette c'était plus une guerre à ce moment-là, c'était déjà beaucoup plus calme, mais c'était tout de même assez restreint et j'avais un régiment dont la majorité étaient des protestants, un petit nombre de catholiques, et moi en tant que catholique, elle était intéressée de savoir ce que je pensais. Visiblement ému, le roi Charles marche derrière le cercueil de sa mère. Il tient aussi à participer à la veillée des princes aux côtés de ses frères et sœurs pour rendre un hommage émouvant à sa souveraine. Pendant les funérailles, Charles III ressent tout le poids de cette charge qui lui incombe désormais. La cérémonie est grandiose et rassemble tous les grands de ce monde dans une période troublée par la guerre en Ukraine.
Elle se termine en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, là où Élisabeth II est inhumée aux côtés de son époux, ses parents et sa sœur. Ce jour-là, le monde voit débuter officiellement le règne de Charles III. Pour comprendre ces années futures pour la monarchie d'outre-Manche et la personnalité du nouveau monarque, revenons sur son passé. Le 14 novembre 1948, les Londoniens sont massés devant les grilles du palais de Buckingham lorsque vient la nouvelle que tous attendent. La princesse Élisabeth, l'héritière du trône, a donné naissance à un fils nommé Charles. Pour les Britanniques, ce nouveau-né concrétise le mariage de la princesse Élisabeth avec Philip Mountbatten un an auparavant. Le petit prince ne reste pas seul très longtemps. En 1950, la princesse Anne voit le jour. Très proches, les petits-enfants du roi George VI vivent dans un cocon familial qui paraît parfait. Entourés de parents et de grands-parents aimants, Charles et Anne font le bonheur des Windsor. En 1949, Philippe avait été promu capitaine de corvette sur l'île de Malte. Sa petite famille part donc souvent le rejoindre. Rien ne semble ébranler ce bonheur familial apparent. Et pourtant... À partir de 1951, Élisabeth et Philippe remplacent de plus en plus dans ses obligations le roi George VI, qui est affaibli par un cancer du poumon. Pendant l'absence de leurs parents, Charles et Anne sont donc confiés au couple royal. Les convenances aristocratiques du temps ne permettent pas aux enfants de voyager avec leurs parents. Les deux princes sont alors très proches de leurs grands-parents qui les vénèrent. C'est dans ce contexte qu'Élisabeth et Philippe partent en février 1952 pour une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec une escale au Kenya. Pendant leur voyage, le roi s'éteint le 6 février, laissant son trône à sa fille qui devient Élisabeth II. Elle est couronnée en l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Charles, du haut de ses 4 ans, doit assister à cette cérémonie de plus de 4 heures. Malgré l'ennui d'une telle cérémonie pour un garçon de cet âge, le petit prince prend conscience de son importance. Il est désormais l'héritier de ces traditions et de cette stabilité qu'incarne la monarchie. Un jour, il sera roi. Une fois les cérémonies autour du couronnement terminées, la reine et son époux partent pour une tournée de 6 mois à travers le Commonwealth. Comme par le passé, Charles est confié avec sa sœur sous la bienveillance de sa grand-mère. Il doit désormais s'habituer à l'absence fréquente et prolongée de ses parents pris par leurs obligations. Queen Mum devient le socle de la vie de ses jeunes enfants. La mère d'Élisabeth II se reconnaît particulièrement dans la personnalité de Charles, un prince rieur, solitaire et curieux. Elle sait apaiser ce petit garçon qui devient rapidement mélancolique, se sentant délaissé par ses parents. Plus qu'une grand-mère, Elizabeth Bosleyen devient une véritable amie qui lui sera loyale toute sa vie. Le prince Philippe prend en charge l'éducation de son fils. Charles fait sa rentrée scolaire dans une école londonienne et devient le premier membre de la famille royale scolarisé. Souvent moqué par ses camarades, il est de plus en plus réservé. Philippe a du mal à supporter la fragilité de son fils. Pour lui, seule une éducation quasi spartiate peut l'endurcir. Il l'envoie donc à Gordonstoun, en Écosse, là où il avait passé la majeure partie de son enfance. Le dépassement de soi est le maître mot de cet établissement qui lie les exercices physiques et intellectuels. Mais Charles ne se sent pas à sa place dans cet univers trop dur pour lui. Prince rêveur et bizuté, il n'a qu'un espoir, quitter cette prison. Il se plaint auprès de sa grand-mère et de son grand-oncle Lord Louis Mountbatten, ce nouvel allié qui le comprend, le conseille et le soutient souvent. Il entre à 19 ans à l'université de Cambridge, où il trouve des activités qui lui font oublier sa mélancolie apparente, le théâtre et le polo. Il se rapproche aussi de Lord Louis Mountbatten, en qui il voit le véritable père compréhensif qu'il a espéré toute sa vie. Il admire cet homme, qui lui lègue sa vision humaniste, son goût des belles choses, sa passion du vêtement et son mode de vie typiquement britannique. En 1969, Charles est intronisé prince de Galles par la reine lors d'une fastueuse cérémonie qui a pourtant failli ne jamais voir le jour. L'IRA, l'armée républicaine irlandaise, organise des attaques terroristes pour obtenir le rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande. 10 ans plus tard, Lord Louis Mountbatten est tué par l'explosion d'une bombe déposée par l'IRA dans son bateau de pêche. Toute une nation est en deuil, mais Charles est le plus touché. Physiquement atteint, il a du mal à cacher sa peine d'avoir perdu le seul homme qui semblait le comprendre. Il trouve du réconfort dans les bras d'une jeune fille blonde aux yeux bleus, qui sait le rassurer, une certaine Lady Diana Spencer. Devenu le célibataire le plus convoité d'Angleterre, le prince Charles n'a jamais montré un véritable empressement à se marier en cumulant les conquêtes. Mais à 31 ans, la reine et le prince Philippe le pressent de trouver une épouse.
Lady Fermoy, la dame de compagnie de Queen Mum, suggère à la reine sa petite fille, qui répond à toutes les exigences d'une future reine consort. Charles la rencontre une dizaine de fois mais reste indécis. Le prince Philippe le presse à prendre sa décision. Charles interprète ces mots comme un ordre donné par son père d'épouser Diana. C'est ainsi que le 29 juillet 1981, il l'épouse en la cathédrale Saint-Paul de Londres lors d'une union fastueuse qualifiée par les médias de mariage du siècle. 750 millions de téléspectateurs scrutent alors l'événement qui ravit la reine. Un an après leur mariage, Charles et Diana deviennent les heureux parents du prince William. En 1984 vient ensuite le prince Henry, surnommé Harry. Les premières années de cette union sont exemplaires. Le couple représente avec brio la couronne tout en lui offrant 2 héritiers. Mais alors que la princesse Diana devient de plus en plus populaire, en se montrant accessible et chaleureuse, le couple commence à battre le lait. Quand Charles ne supporte pas être relégué au second plan, Diana a du mal à supporter le poids du protocole et les habitudes de la famille royale, qu'elle connaissait pourtant depuis son enfance. Elle devient anorexique et boulimique et cherche constamment l'attention. À l'automne 1971, Charles rencontre Camilla Shand, fille d'un officier britannique qui fréquente la famille royale. Ils tombent amoureux et deviennent inséparables. Camilla a le même sens de l'humour que Charles, et elle partage son goût de la nature, des chevaux et d'un mode de vie simple. Elle sait lui parler comme à un homme et non à un prince. Elle connaît son attachement pour l'informalité mais son aversion pour la familiarité. Devenus amants, ils se surnomment Fred et Gladys. Charles pense d'abord à l'épouser, mais Camilla a déjà connu d'autres hommes avant lui. De plus, elle a 16 mois de plus que lui. Cette union est inacceptable pour le couple royal. Charles part accomplir son devoir militaire, laissant Camilla dans l'attente, mais elle se lasse. Elle se rapproche d'Andrew Parker Bowles, un officier qui accompagne le carrosse de la reine lors des célébrations officielles. En 1973, ils s'unissent devant Dieu à Londres. Charles est dévasté et se console dans les bras de jeunes filles avant d'épouser Diana. Une fois le prince Harry né, Charles retourne dans les bras de Camilla qui devient sa maîtresse princière. Diana ne supporte plus cette situation et sa relation avec Charles se détériore. Elle commence à révéler aux médias l'échec de la vie conjugale de son couple. Ils finissent par se séparer en décembre 1992. Commence alors une guerre d'égales par médias interposés. Diana prend fait et cause pour les plus démunis, joue avec la presse qui la pourchasse tout en cumulant les amants. Sa popularité grandit toujours davantage. Elle ose critiquer publiquement la capacité de Charles à régner. C'est de trop pour Élisabeth II qui leur ordonne de divorcer en août 1996. Aux yeux des tabloïds, Charles est le grand responsable des malheurs de la princesse. Sa relation avec Camilla ne passe pas pour les Britanniques. En août 1997, Diana se rend à Paris au bras de son petit ami du moment, Dodi Al-Fayed, le fils d'un milliardaire égyptien. Pourchassés par les paparazzis dans les rues parisiennes, leur voiture s'écrase sur un pilier du tunnel de l'Alma. Charles est alors à Balmoral, en Écosse, avec sa famille. Sa première pensée va à ses fils, à qui il a la charge d'annoncer la nouvelle. Il insiste auprès de sa mère pour qu'il aille chercher personnellement la dépouille de la défunte. Il milite aussi pour qu'elle ait des funérailles nationales. La cérémonie grandiose a lieu une semaine après l'accident. Le prince Charles marche alors derrière le cercueil avec un regard inquiet, protecteur et constant sur ses fils endeuillés. Comme un point final à cette période éprouvante, le 30 mars 2002, sa chère grand-mère, Elizabeth Bosleyen, s'éteint à l'âge vénérable de 101 ans. Il peine à retenir ses larmes le jour des funérailles 8 jours plus tard. Queen Mum reste dans son cœur comme une femme d'exception qui a su faire naître l'homme qu'il est devenu. Déjà très proche de ses enfants, Charles devient le véritable roc sur lequel ils peuvent s'appuyer en n'importe quelle occasion. Il multiplie les messages publics de reconnaissance envers eux, comme le jour où William termine ses études en 2004. Progressivement, Charles, William et Harry forment un trio indestructible forgé contre l'adversité, ayant appris les leçons du passé. Mais le grand dessein du prince Charles est de faire accepter la présence de Camilla à ses côtés. D'abord dans l'ombre, ils continuent à se fréquenter pour finir par être acceptés aux yeux de William et Harry, puis par l'ensemble de la famille royale. Finalement, Camilla montre aux Britanniques qu'elle ne souhaite pas prendre la place de Diana, et qu'elle seule pourra rendre heureux l'héritier de la couronne. Enfin, Charles peut épouser celle qu'il a toujours aimée en 2005 en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Théoriquement,
Camilla devient la nouvelle princesse de Galles, mais pour ne pas faire de l'ombre à la si populaire Diana, elle se contente du titre de duchesse de Cornouailles pour se désigner. Le couple s'installe à Clarence House, l'ancienne demeure de Queen Mum. Au cours du temps, le prince de Galles a réussi à créer un titre à son image. Ce titre correspond d'abord, comme tous les titres des membres de la famille royale, à un rôle représentatif et diplomatique. Mais il n'est pas un homme qui se contente de traditions ancestrales. En tant que prince de Galles, son rôle se résume en un mot, attendre. Il doit attendre le jour où il montera sur le trône. Pendant ce temps, il doit servir la souveraine en la représentant en de nombreuses occasions et en perpétuant l'avenir de la dynastie. Mais Charles veut être plus. Selon la constitution britannique, le souverain ne peut prendre position politiquement, mais Charles n'est pas encore roi. En tant que prince, il pense jouir d'un privilège qui lui permet de s'exprimer en public. Ne pouvant prendre position politiquement, il s'offre de l'influence. Il crée ainsi en 1976 la Prince Trust, une association caritative qui aide la jeunesse britannique en difficulté. Ce prince, bourreau de travail, est aussi un homme d'opinion. La politique, l'économie, l'écologie, le prince s'intéresse à tout. Il n'hésite pas à envoyer des courriers aux parlementaires pour obtenir des nouvelles sur la politique en cours et leur offrir des conseils, comme le révèle l'affaire des Black Spiders en 2015. Mais l'écologie attire davantage son attention. En 1970, il est l'un des premiers à dénoncer publiquement les effets horrifiants de la pollution sous toutes ses formes. Il achète aussi le domaine de Highgrove dans les années 1980, où il constitue lui-même son propre jardin qui devient un modèle écologique. Ce prince engagé participe également à l'urbanisation du royaume en construisant la ville de Panbury, qui devient un modèle de ville durable. Il lutte aussi contre ce qu'il nomme la défiguration de Londres, avec la construction d'immeubles modernes qu'il juge désastreux. En 2017, le prince Philippe prend sa retraite publique. Charles prend alors une place de plus importante au sein de la famille royale. À ce moment-là, il est le membre des Windsor qui compte le plus d'obligations au cours d'une année. Il soutient sa mère lors des ouvertures du Parlement, de la cérémonie du Dimanche du Souvenir ou lors des visites de chefs d'État étrangers. C'est aussi lui qui effectue la majeure partie des voyages officiels à l'étranger. En cette fin de décennie, Charles est un homme comblé qui compte sur la scène publique royale. Père de 2 garçons, il est aussi, à partir de 2013, le grand-père épanoui de 3 petits-enfants. Mais ce chef de famille doit affronter son nouveau lot de difficultés. En 2018, il est fier de conduire Meghan Markle, une actrice américaine divorcée et métisse, jusqu'à l'hôtel de la chapelle Saint-Georges de Windsor pour qu'elle épouse son fils cadet. Ce mariage plein d'espoir semble ancrer les Windsor dans la modernité, d'autant que le couple donne naissance à Archie l'année suivante. Mais le 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan annoncent vouloir se retirer de la famille royale pour vivre aux États-Unis. Rien ne va plus chez les Windsor qui doivent affronter une crise d'envergure. Le couple ne cesse alors de cumuler les scandales et les critiques contre la famille royale. Le prince Charles étant leur première cible. Le prince Harry, ce prince rebelle, n'a pas hésité à suivre les ambitions d'indépendance de son épouse qui lui donne, en 2021, un second enfant. En 2020, le monde doit affronter une crise sanitaire meurtrière. L'épidémie de Covid-19 tue des millions d'individus à travers le monde. Les Britanniques, comme les membres de la famille royale, se confinent. Le prince Charles est d'ailleurs le premier des Windsor à être contaminé par le virus. Chacun continue à remplir ses obligations à distance pour soutenir le moral de son peuple qui doit affronter cette terrible période. Mais en pleine crise de Covid-19, le 9 avril 2021, le prince Philippe rend son dernier souffle au château de Windsor à l'âge de 99 ans. Pour le prince Charles, c'est un énorme coup dur. Lui qui avait su se rapprocher de son père avec le temps doit lui dire adieu. Visiblement touché, il marche aux côtés de ses frères et sœurs et de ses enfants derrière la dépouille lors d'une cérémonie digne de simplicité. C'est finalement au tour de la reine Elisabeth II d'être contaminée par le Covid-19 le 20 février 2022. De plus en plus affaiblie et amaigrie, la reine ne se déplace plus qu'avec une canne ayant appartenu à son défunt époux. Elisabeth II ne se remet en fait jamais de la mort de l'homme qui l'avait accompagnée pendant 73 ans. Le prince Charles prononce à sa place le discours du trône dans la Chambre des Lords qui ouvre une nouvelle session parlementaire le 10 mai 2022. C'est un tournant pour le prince de Galles qui remplit pour la première fois la fonction politique la plus importante d'un monarque.
Un mois plus tard, Élisabeth II fête en grande pompe son jubilé de platine. Elle en profite pour annoncer qu'elle souhaite que Camilla devienne la prochaine reine consort lorsque son fils deviendra roi, mettant fin à plusieurs années d'incertitude. Alors que le plus long règne de l'histoire britannique prit fin ce 8 septembre 2022, le Royaume-Uni s'oriente désormais vers une nouvelle ère pleine de promesses, celle du règne de Charles III. La personnalité engagée, moderne mais attachée aux traditions du souverain incarne une nouvelle Angleterre. Charles III devra alors se confronter à de nombreux défis, la crise des Sussex, les tensions internationales ou encore le maintien de la popularité de la monarchie britannique. Il ne peut que faire ça, car c'est déjà assuré. Il a un fils qui sera le prince de Galles, il a un petit-fils qui éventuellement suivra. Je crois que tout est en place pour qu'il y ait un accord vis-à-vis du peuple anglais et de la royauté. La reine est morte, mais elle restera dans le cœur de son fils qui régnera avec bienveillance en suivant son exemple.